Bienvenue, aujourd'hui on se penche sur des textes qui analysent le Congo sous la Belgique. Des analyses historiques, littéraires. L'idée c'est de comprendre un peu les rouages du pouvoir colonial. Oui, et aussi les conflits que ça a générés, et puis, bien sûr, comment les Congolais ont résisté, que ce soit de manière évidente, politique ou autre, ou plus, cachée, on va dire, et comment leur propre voix a commencé à émerger. Exactement. Alors pour commencer, les sources insistent sur ce pouvoir presque absolu au début, avec l'État indépendant du Congo de Léopold II. C'était son affaire personnelle en fait, avant même que la Belgique n'intervienne officiellement. Tout à fait, et même quand la Belgique reprend les choses en main, la structure de base, elle reste. C'est ce que les analystes appellent souvent la trinité coloniale, hein. L'administration d'un côté, les missions religieuses de l'autre, et les grandes compagnies pour le commerce. Le sabre, le goupillon et le portefeuille en quelque sorte. C'est un peu ça, oui. Un pacte très solide entre l'État belge, l'Église et les intérêts économiques. Et tout ça, ça s'appuie sur une idéologie, bien sûr. Ah oui, la fameuse mission civilisatrice. Les textes en parlent beaucoup. Énormément. C'est la grande justification morale théorisée par certains comme Rickmans. On parle d'une politique d'évolution, bon, plutôt que d'assimilation directe comme les Français peut-être, mais ça reste très paternaliste. C'est-à-dire qu'on considère quand même le modèle occidental comme le seul valable. Exactement. Et les Congolais, même l'élite éduquée, les fameuses évoluées, sont vus comme des frères inférieurs qu'il faut guider, accompagner, une forme de tutelle permanente, quoi. Et ce système, forcément, ça crée des tensions. Les sources évoquent bien le malaise de ces évolués. On parle même d'aliénation psychologique. Oui, c'est un mot fort qui revient. On pense à Fanon, à Mémy, même si c'est un peu plus tard. C'est une aliénation qui est aussi sociale, d'ailleurs. C'est-à-dire. Ben, cette élite se heurte au plafond de verre, à l'exclusion. Les textes rapportent cette question terrible. Veut-on faire le Congo sans les Congolais? Ça crée une vraie fracture entre cette élite et le reste de la population que le pouvoir colonial désigne comme la masse tribalisée. Et il y avait aussi des tensions à l'intérieur même du système colonial apparemment. Oui, entre fonctionnaires par exemple, après la guerre, entre les anciens et les nouveaux, et puis classiquement entre le pouvoir civil et les missionnaires, qui n'avaient pas toujours les mêmes intérêts immédiats. Face à tout ça, la résistance a dû s'organiser. Les sources parlent beaucoup du kimbanguisme. Ah oui, le kimbanguisme est souvent cité comme un exemple majeur de résistance autochtone. C'est un mouvement à la fois spirituel et, disons, proto-nationaliste. Il a clairement inquiété le pouvoir belge parce qu'il échappait à son contrôle. Et à côté de ça, il y a eu des formes plus politiques. Oui, bien sûr. Après la guerre, on voit apparaître une presse pour l'élite congolaise, comme La Voix du Congolais. Et puis, le grand tournant, c'est 1956. Là, on a les manifestes de conscience africaine et de la BACO. L'association des Bakongo. C'est ça. Et là, ils demandent clairement l'émancipation. C'est le début des partis politiques modernes au Congo. Mais la résistance, ce n'était pas seulement ces grands mouvements. Les textes montrent aussi des choses plus subtiles, intégrées au quotidien ou même dans la culture. Absolument. C'est fascinant. Certaines analyses lisent par exemple la folie d'un personnage blanc dans un roman colonial comme un rejet symbolique du système occidental imposé, ou l'hostilité du paysage décrit dans les livres comme une métaphore de l'échec colonial. C'est une lecture intéressante. Il y a aussi des exemples plus terre-à-terre. Un texte de Duncan parle des ménagères congolaises qui se moquent de leurs patrons blancs entre elles. Ce rire, ça les ramène à leur simple condition humaine, ça casse l'image d'autorité absolue. C'est une forme de contestation discrète mais efficace. Une sorte de désacralisation par le bas, en quelque sorte. Voilà. Et on voit aussi comment, progressivement, une voix spécifiquement congolaise commence à se faire entendre dans la littérature. Au début, c'est reconnu un peu du bout des lèvres, avec des termes condescendants comme romancier nègre. Hmm. Mais ensuite, ça s'affirme. Il y a des prix littéraires pour des auteurs congolais qui écrivent en français, dès 1948. Et dans ces textes, les personnages noirs deviennent plus complexes. Ils ont une psychologie, une histoire. Ils sortent de la masse anonyme. On leur donne un visage, une voix. C'est ça. Des auteurs décrivent la vie quotidienne, la misère dans les villes naissantes, à travers des familles par exemple. Et on voit apparaître des dialogues entre Congolais qui commencent à exprimer une sorte de conscience nationale, surtout dans les années 50. Mais ce n'est pas simple pour autant, j'imagine. Il y a des ambiguïtés. Ah oui, beaucoup. Les sources parlent de la tension entre un passé idéalisé et un avenir incertain.
Il y a des débats sur la négritude, sur la synthèse culturelle. Ce sont des concepts mouvants, difficiles à définir, tiraillés entre l'affirmation de soi et l'influence coloniale, qui reste présente même dans la contestation. Donc pour résumer un peu, on a un système colonial fort, justifié par une idéologie, mais qui crée beaucoup de tensions. Et face à ça, une résistance qui prend plein de formes. Organisée, politique, religieuse, avec le kimbanguisme notamment, mais aussi plus discrète, culturelle. Exactement. Et la littérature devient un espace clé où l'on voit émerger, non sans difficulté, une subjectivité, une parole congolaise. C'est vraiment cette interaction complexe entre domination et résistance que les textes nous donnent à voir. Ce qui nous amène peut-être à une dernière question pour la réflexion. Comment est-ce que la manière dont on raconte ou dont on a tué ces histoires de pouvoir, de conflits, de résistance, influence encore aujourd'hui notre compréhension des relations entre la Belgique et le Congo, et même la façon dont l'identité congolaise se construit? C'est une excellente question. La mémoire de cette période est encore un enjeu très actuel des deux côtés. Absolument. De quoi continuer à réfléchir. Merci d'avoir été des nôtres